Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue à ce débat sur revenu universel ou garantie de l'emploi en dernier ressort, ou État garant de l'emploi en dernier ressort. Donc je suis Damien Ronenbroek, je suis membre du collectif d'animation nationale de la GRS. Donc je vais animer ce débat, donc je vais vous présenter tout de suite les intervenants et les intervenantes. Donc à commencer par Capucine Edou, à ma gauche, qui est membre de Génération et qui a été tête de liste aux élections régionales pour les Bouches-du-Rhône. Marina Mesure, qui est secrétaire générale de la délégation LFI au Parlement européen. Et puis David Kella, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Angers et qui est également membre du collectif des économistes atterrés. Alors, avant de faire une brève introduction à ce débat et de passer la parole aux intervenants, je vais faire un point d'ordre. Vous savez qu'on est dans un contexte de pandémie. Celle-ci n'est pas finie et la meilleure façon de limiter les transmissions, c'est de respecter des mesures de prévention. Donc, je vais demander au public de mettre ou de garder son masque. Alors, ma première proposition de titre pour cet atelier n'a pas été retenue. Moi, je la trouvais très jolie. Elle s'appelait Fin du travail ou Fin de travail. Et ça éclaire un petit peu les débats que je voudrais qu'on ait cet après-midi, à savoir articuler cette proposition de revenu universel avec le travail et la place du travail dans la société. Alors, vous le savez, dans un contexte d'inégalité croissante et de chômage de masse, la question du revenu universel a retrouvé une très grande actualité à gauche, et en particulier évidemment du fait de sa promotion par Benoît Hamon lors de la dernière campagne présidentielle. Alors je dis retrouver parce qu'il s'agit d'une idée qui est en fait très ancienne. Une des premières propositions date de 1797, elle a été faite par quelqu'un qui s'appelait Thomas Paine, qui était député à la Convention, et qui proposait de donner à chaque citoyen un capital à l'âge de 21 ans, puis une rente à partir de l'âge de 50 ans, le tout étant financé par une taxe sur les successions. Vous voyez que nos débats ont rien de particulièrement nouveau. Depuis, on a eu un très grand nombre de propositions de revenus individuels inconditionnels, avec des implémentations et des philosophies très différentes, des plus libérales aux plus communisantes. Et puis en parallèle, se sont développés ou ont été discutés également des mécanismes de garantie d'emploi, par exemple des expérimentations en territoire zéro chômeur, etc. Alors, aujourd'hui, on va avoir d'abord Marina qui va introduire ces mécanismes de garantie d'emploi. Ensuite, je passerai la parole à David Kella, qui nous donnera un éclairage sur le revenu universel, et je passerai la parole à Capucine Edou, qui nous discutera peut-être des propositions concrètes d'implémentation du revenu universel. Ils auront chacun une dizaine de minutes, ensuite on passera un débat avec la salle, et on repassera à 5 minutes de conclusion à la fin de ce débat. Bonjour à toutes et tous. Bon, effectivement, je ne pensais pas commencer initialement parce que je pensais qu'on allait parler des propositions d'abord, puisqu'il s'agit du revenu universel et c'est peut-être pas à moi de présenter les propositions en ce sens. Mais donc, effectivement, moi je vais aller sur une autre question qui est la question de la garantie d'emploi. Mais pourquoi? Parce que concrètement, le revenu universel, pour moi en tout cas, est un renoncement à l'emploi. C'est-à-dire que nous partons, dans le cadre du revenu universel, d'un mythe qui viserait à la destruction de l'emploi et du travail en France. C'était déjà dans les années 1978 où nous avons un rapport de Nora et Mink qui nous disent à partir du moment où vous allez avoir des ordinateurs, l'emploi va disparaître. Donc depuis 1978, on nous annonce que l'emploi va disparaître, ce qui n'est pas forcément le cas. Et comme nous le voyons aujourd'hui, l'emploi continue à croître, nous avons toujours plus d'emplois. Et par contre, la question qui se pose, c'est évidemment de la répartition aussi de ces emplois et de la répartition du temps de travail. Mais donc du coup, effectivement, bon, je pensais aller un peu sur des sujets beaucoup plus précis avec les propositions concrètes. Donc bon, je reviendrai peut-être dans un deuxième temps si on fait une deuxième partie donc du coup de l'analyse pour que je vous dise un petit peu ce qui m'inquiète moi dans le revenu en tout cas universel.
Nous, concrètement, au niveau de la France insoumise, ce que nous proposons, évidemment, sur la question du chômage, qui est une question majeure pour les Français, c'est la répartition, comme je le disais, du temps de travail. Donc, c'est-à-dire que si il s'avérait que nous ayons moins d'emplois dans les années à venir, il faut répartir le temps de travail, revenir aux 35 heures, aller progressivement vers les 32 heures, avoir une sixième semaine de congés payés. Et nous voulons évidemment créer des emplois dans le cadre de la transition écologique, parce que dans le cadre de la transition écologique, nous allons avoir besoin d'un emploi massif sur une très courte période, et donc là aussi, ça sera créateur d'emplois. Et quand on dit création d'emplois dans le cadre de la transition écologique, ben, ça nous emmène aussi à un droit, en tout cas ce que nous considérons comme un droit, le droit à l'emploi. Le droit à l'emploi, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque déjà en 1793, la Constitution française nous dit que la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Donc c'est-à-dire que déjà en 1796, on parle de ce droit opposable à l'emploi. On en parle aussi d'ailleurs dans la Constitution italienne en 1947, au Portugal en 1976, au Vietnam en 2001 et plus récemment à Cuba en 2019. Le problème, c'est que depuis que nous avons parlé de ce droit opposable à l'emploi, les tribunaux jugent que ce droit à l'emploi est finalement programmatique. C'est-à-dire que c'est un objectif auquel les politiques publiques doivent porter attention, mais ce n'est pas un droit opposable, ce n'est pas un droit que les individus peuvent prétendre. Dans l'histoire, je ne sais pas, peut-être si David complétera, mais donc ce droit à l'emploi a pris plusieurs formes, puisqu'il a été appliqué dans certains pays. Évidemment, au moment du New Deal sur Roosevelt, où des millions d'emplois ont été créés grâce à cette garantie d'emploi. Donc, sur les infrastructures, c'est aux États-Unis qu'on voit apparaître les premières politiques écologiques culturelles justement liées à la garantie d'emploi. C'est toujours d'actualité en Inde, où chaque année vous avez 50 millions d'Indiens qui bénéficient de la garantie d'emploi, notamment dans les travailleurs du secteur agricole qui ont le droit à 100 jours de travail garanti par l'État chaque année. Et vous avez des expériences aussi en Argentine, on pourra revenir un peu plus tard dessus, Argentine, en France évidemment, avec l'expérimentation en 2016 des territoires zéro chômeur de longue durée. Alors, quelles propositions concrètes sur cette garantie d'emploi? Donc, nous, ce que nous disons, c'est que l'État, finalement, aujourd'hui, à travers Pôle emploi, nous avons effectivement deux fichiers principaux. Vous avez d'un côté les demandeurs d'emploi et d'un côté, effectivement, les offres à pourvoir. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut un troisième fichier. Ce troisième fichier, c'est celui des besoins sociaux non solvables à transformer en emploi de droit. Comment on pourrait le faire? Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est que l'État, bon, je dis ce que nous proposons, on essaye d'avancer, puisque c'est une discussion qui est encore en cours, mais nous essayons d'avancer sur une proposition concrète. Eh bien, par exemple, l'État pourrait garantir un emploi d'au moins 20 heures par semaine sur une durée d'au moins 12 mois à tout chômeur, en lien avec leur qualification, sur une mission d'intérêt général. Donc, pendant ce temps, l'indemnisation chômage, évidemment, se poursuit jusqu'à ce qu'un tel emploi soit trouvé. Et le salaire, évidemment, la question salariale est centrale. Dès qu'on garantit un emploi, il faut que ce soit une rémunération qui soit adaptée et évidemment qui ne crée pas d'aubaine, un effet d'aubaine. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'effectivement, le salaire soit calculé sur la base du SMIC, qu'il ne soit pas inférieur au revenu antérieur et qu'il respecte évidemment la qualification. Donc, nous avons commencé à réfléchir, est-ce que ça pourrait être, par exemple, une grille salariale sur 5 échelons ou sur 6 échelons. Donc là encore, une réflexion qui avance sur la question de la rémunération. La garantie d'emploi, nous voulons l'appliquer à tous les chômeurs, donc pas seulement les chômeurs de longue durée. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter le mal à la racine. Plus vous attendez, plus il y a un processus de perte de qualification. Donc il faut agir directement et donc il faut proposer à tous les chômeurs, à toutes les personnes qui souhaitent travailler, ce type d'emploi. C'est sur la base aussi du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénalité, si on ne souhaite pas adhérer à ce dispositif. Et enfin, il faut qu'il y ait un fonctionnement démocratique décentralisé pour faire fonctionner ce dispositif. Comment? Bien, ce que nous pensons, c'est des comités de pilotage au niveau local, c'est-à-dire que le financement, le pilotage est évidemment national avec, en vertu de l'égalité républicaine devant la loi, mais par contre, nous avons des comités locaux constitués de représentants des syndicats, associations, citoyens, des spécialistes du droit du travail, puisqu'effectivement, il faut que ces emplois respectent le droit du travail.
se mettent tous ensemble et c'est ces personnes-là qui identifient, valident les métiers localement. Donc voilà un petit peu comment le dispositif pourrait fonctionner. Pour ne pas créer d'effet d'aubaine, évidemment, on ne va pas subventionner le patronat, c'est pas l'idée. Donc, on ne va pas concurrencer l'activité commerciale, l'activité artisanale. Donc, il faut estimer les besoins non rentables par les mécanismes de marché. Et donc, en fait, cet emploi garanti va finalement permettre d'aller, du coup, sur des métiers, comme je vous disais dès le départ, en lien avec la transition écologique, qui sont essentiels et dont nous allons avoir besoin de main-d'œuvre massif sur une très courte période. Que vous dire de plus? Donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée de comment ça pourrait fonctionner. Concrètement, je crois que j'ai encore une minute pour parler d'un exemple concret. Ok, super. Non, parce que voilà, pour pas qu'on soit trop dans le flou, moi j'ai essayé de vous donner un exemple sur la ville d'où je viens, donc Gréasque, 5000 habitants. Comment ça pourrait fonctionner? Bien, vous avez Marie, une trentenaire qui s'inscrit à Pôle emploi, qui a 3 ans de commis de cuisine et qui souhaite donc du coup avoir un emploi garanti. Comment cela fonctionne? Ben, sa conseillère s'adresse au comité de pilotage, donc proche de chez nous, sur Gréasque, et elle met tout le monde autour de la table et elle demande quels sont les besoins à satisfaire en matière de restauration. Dès lors, le Secours populaire, qui est très actif dans notre ville, dit il y a un sujet, c'est que dans notre ville, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir des repas chaque soir, donc il y a un besoin. Donc nous pouvons essayer de penser à une cantine volante pour permettre à ces personnes-là d'avoir un repas chaud chaque soir. Donc à partir de ce moment-là, on regarde avec effectivement le comité de pilotage si il y a une autre structure qui donnerait ce service. Il n'y en a pas, donc on peut avancer sur le dispositif. Ça veut dire qu'on peut avancer sur la cantine volante. Comment en plus de Marie, on regarde si au niveau des fichiers, il y a d'autres personnes qui souhaitent travailler dans ce domaine-là. Donc vous pouvez avoir des cuisinières, vous pouvez avoir des personnes qui sont en train de faire livreur pour Uber ou les Deliveroo, qui veulent effectivement participer à l'opération. Et donc c'est l'État qui embauche 3 personnes, par exemple, 3 en cuisine, une personne pour livrer. Et pour revenir à l'équilibre budgétaire, on peut se dire, est-ce que ce service existe dans la commune? Chez nous, il n'existe pas. Est-ce que, du coup, on pourrait avoir aussi des opérations tarifées, donc c'est-à-dire en même temps livrer pour des personnes qui vont rémunérer pour la livraison? Donc vous arrivez, si vous voulez, je vous ai donné un exemple concret, mais pour vous montrer comment ça pourrait marcher, évidemment, ça doit se construire avec les organisations syndicales, avec les associations, avec les citoyens, donc c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en mouvement, qu'on essaye d'avancer. Donc en conclusion, pour pas être, comme je vous dis encore, j'avais quelques trucs peut-être à avancer, mais on reviendra dans la deuxième partie. Mais donc en conclusion, évidemment la lutte contre le chômage n'est pas une mission impossible. Soi-disant, on aurait tout essayé depuis des années, les présidents candidats qui s'engagent en nous disant que tout va être formidable, ça va fonctionner, en fait pas du tout. Aujourd'hui, on a 7 millions de privés d'emploi dans notre pays. La garantie d'emploi peut être une des solutions à ce tsunami social. Et donc, on pense qu'il est temps d'engager vraiment des grands chantiers sur la question de l'emploi, aussi bien dans la répartition du temps de travail que la création d'emplois dans la transition écologique, car nous devons tous aspirer à vivre dignement de notre travail. Tu veux que j'intervienne? Parce que je pensais sinon qu'on pourrait laisser Capucine exprimer aussi l'autre proposition. Ok. Vas-y, David. Non, mais du coup, je vais anticiper un peu parce qu'il va falloir définir les termes. Ce que je voudrais, c'est définir à la fois la stratégie garantie d'emploi et aussi la stratégie revenu universel, parce qu'en fait, on parle quand même, derrière cette grande question, on parle du rôle de l'État dans l'économie et de la manière dont on peut traiter une question fondamentale qui est la question de l'exclusion et de la pauvreté. Puisque finalement, c'est bien cette question-là qui est sous-jacente à ces réflexions. On sait qu'aujourd'hui, dans un système tel qu'il existe, le fait d'être exclu de l'emploi entraîne de fait une pauvreté et parfois une exclusion sociale plus générale. Et donc peut-être, on laissera donc Capucine qui parlera du revenu universel de manière plus favorable. Moi je voudrais du coup m'extraire un peu et discuter en tant qu'économiste les avantages et les inconvénients des deux, en tout cas présenter un peu les deux et puis essayer de voir ce que ça implique en termes du rôle de l'État
sur cette question de l'exclusion. Alors tout d'abord, ça a été déjà présenté, donc je ne vais pas revenir, mais la garantie d'emploi, c'est l'idée fondée sur le volontariat, c'est-à-dire que les individus qui n'ont pas d'emploi, qui ont donné d'emploi, peuvent demander de l'emploi, avec un salaire digne, je pense aussi ça a été expliqué, c'est-à-dire un salaire qui soit au minimum au niveau du revenu minimal, du SMIC, mais qui peut tenir compte aussi, ce que tu as dit, des qualifications. Et ce qui veut dire que l'État, ici, il a quoi comme rôle? Il a le rôle quand même de créer de l'activité économique. Et c'est là peut-être que on a quand même des questions qui se posent. C'est-à-dire que je connais un peu, alors tu en as parlé un peu, mais on y reviendra si vous avez des questions, mais on a une expérimentation extrêmement intéressante depuis quelques années qui est le territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc en fait, il s'agit d'organiser une garantie d'emploi pour les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des personnes qui sont très exclues, et c'est sur des territoires en particulier, ce n'est pas généralisé, et l'idée de départ c'était, aujourd'hui on paye beaucoup des gens avec des allocations, ça coûte très cher, mais derrière, en fait, il n'y a pas d'inclusion, et donc ces personnes-là qui sont les plus éloignées de l'emploi, ce qui serait bien, c'est qu'on les... on leur permet de leur donner une structure dans laquelle elles vont produire des choses avec la dignité que cela représente, de participer à un collectif, d'être dans une entreprise collective et puis essayer de produire des choses. Et ensuite, on va essayer que ces choses qu'elles sont produites, on va essayer de les valoriser, parce qu'il faut les revendre. Et donc, l'idée au départ, c'était, grâce à ça, on va réussir à autofinancer le système, puisqu'on va payer moins d'allocations, mais en même temps, on va générer des revenus avec ces entreprises. Le souci, c'est que, évidemment, c'est une forme d'activité marchande, puisqu'on va vendre ce qui est produit, mais qui est qui risque de pénaliser des entreprises qui seraient en concurrence. Et du coup, ce qu'on a rajouté comme condition, c'est que ces entreprises à but d'emploi ne devaient pas concurrencer d'autres entreprises du privé. Et évidemment, cela limite considérablement l'étendue qu'on peut avoir dans ces mécanismes-là. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les personnes qu'on prend, qui sont parfois des personnes très éloignées de l'emploi, on a beaucoup de mal à les faire travailler. Et parfois, qu'est-ce qu'elles font? Elles cousent des petits trucs sur des coussins. Enfin, elles ont un emploi qui, par certains côtés, peut être considéré comme, pas relevé, on va dire, d'une véritable mission d'intérêt général, pas forcément avoir beaucoup de valeur sur, ensuite, quand on va vendre les produits créés. Et du coup, ça veut dire une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si le but de ces entreprises, c'est de donner des emplois aux gens, et notamment aux gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, c'est difficile de rentabiliser la production, d'une part à cause de la contrainte qui est qu'il faut être sur quelque chose qui n'est pas produit par le privé, donc évidemment ça veut dire que ça ne laisse pas beaucoup de choses possibles, et puis d'autre part parce que c'est très compliqué d'employer ces gens-là, qui sont parfois justement des personnes exclues. Et alors l'autre souci, c'est que si on dit, c'est la proposition qui est donnée de garantie d'emploi, on va faire des choses qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on va rendre des services qui sont déjà faits par le secteur public ou par le secteur privé. On va se retrouver face à un problème qui est que les besoins d'embauche des personnes, si on généralise, on prend des gens qui ne sont pas des personnes en état d'exclusion, si par exemple vous avez une phase de plein emploi, donc il n'y a plus de chômeurs, donc le service nécessaire, utile que vous avez voulu produire, vous ne pouvez pas le produire. Ce que je veux dire par là, c'est que le principe du chômage, c'est qu'il monte et il descend en fonction de la conjoncture économique. En période de fort chômage, vous allez devoir recruter beaucoup de gens, parce que vous garantissez l'emploi, et vous allez devoir leur faire quelque chose d'utile, puisqu'on a dit qu'il fallait que ce soit quelque chose d'utile, et quitte à concurrencer des administrations publiques ou des entreprises privées. Le souci, c'est que quand ces gens-là ils vont retrouver un autre travail, ils vont disparaître, on ne pourra plus produire ce service. Donc le souci aussi de cette garantie d'emploi, c'est comment fait-on pour rendre, pour créer une valeur économique, alors que l'objectif n'est pas de créer une valeur économique, mais d'embaucher des gens. Et donc c'est des choses, je veux dire par là que finalement la mise en œuvre est quand même très compliquée de ce point de vue-là. Maintenant, je voudrais revenir sur la question du revenu universel. Le revenu universel, c'est une autre manière totalement différente de traiter le problème de la pauvreté et de l'exclusion, en considérant que, ce qu'il faut, c'est que les gens aient une dignité en termes de consommation, c'est-à-dire qu'ils aient la capacité de consommer à un niveau de consommation digne,
alors là, ça va dépendre des montants qu'on peut juger. Hein. C'est-à-dire que parfois, certains proposent des revenus universels de 500 € qui sont aux alentours du RSA, d'autres vont dire 800 €, 850 €. Donc ça, c'était la proposition de Benoît Hamon, il me semble. Et puis d'autres vont arriver sur des revenus beaucoup plus élevés, de 1000, 1200 € éventuellement. Alors évidemment, ça change complètement la donne si on verse 500 €, 800 € ou 1200 €. Sachant que le seuil de pauvreté en France, il est autour de 1100 €. Donc, si on est au-dessus du seuil de pauvreté, bah, on dira, bah ouais, regardez, on a supprimé la pauvreté en distribuant un revenu universel. Le souci, c'est que ce revenu universel, lorsqu'il est d'un montant faible, il ne va pas réussir véritablement à transformer la condition sociale par rapport à aujourd'hui. Il faut avoir une réflexion sur aujourd'hui les systèmes d'aide sociale qui existent. Aujourd'hui, quelqu'un qui est privé de ressources et qui est locataire, c'est le cas des gens qui sont privés de ressources en général, il bénéficie d'un RSA qui est de 550 € et d'une allocation logement qui peut aller jusqu'à environ 250 €. Ce qui veut dire qu'en fait, 550 plus 250, on a déjà 800 €. Et en fait, c'est-à-dire que dire on va verser un revenu universel de 800 €, si derrière on supprime les allocations logement et on supprime le RSA, et en fait on ne change pas la condition réelle de ces personnes. Et donc, la question qui peut se poser, alors d'une part on ne change pas la situation réelle des personnes qui sont en situation aujourd'hui de RSA plus allocation logement, mais d'autre part, on va chercher à étendre ce revenu de 800 € par exemple à l'ensemble de la population. Et en fait, quand on regarde combien ça coûterait de verser 800 € à tout le monde, sachant qu'on fait des économies, parce que on ne va pas verser, par exemple, des allocations familiales, puisqu'on va avoir un revenu universel pour les enfants. Hein, donc on va verser un revenu de 800 € par personne, plus 250, 300, 400 € par enfant. Et tout ça va coûter en fait à peu près 25% du PIB. Alors ça, c'est la proposition qu'on va voir chez un certain nombre de Van Parijs, qui dit qu'il faut un revenu universel qui correspond à peu près à un quart du PIB. Mais un quart du PIB, ça correspond, s'il est financé par la fiscalité, ça correspond à un prélèvement d'environ 40% du revenu primaire des ménages. Et donc ça veut dire qu'il faudrait augmenter la fiscalité des gens de 40% pour redistribuer ensuite aux personnes ces 800 €. Et donc la question qui se pose, c'est comment fait-on pour collecter les 700 milliards d'euros qui vont être nécessaires, 600-700 milliards d'euros, hein, c'est ça, 25% du PIB, qui vont être nécessaires pour financer le revenu universel. Alors en fait, c'est moins coûteux que ça, parce que y a des économies, hein, mais la question est, on est sur ces ordres-là. Et la question est, est-ce que, et c'est la question fondamentale que je voulais mettre en avant, c'est, est-ce que le rôle de l'État, c'est de verser de l'argent aux gens, ou est-ce que le rôle de l'État, c'est d'organiser un certain nombre de services publics non marchands? Et c'est là qu'on va se poser une vraie question, c'est-à-dire que, par définition, tout revenu, toute allocation monétaire versée aux individus va être utilisé dans le cadre de la sphère marchande, puisque l'argent ne sert qu'à acheter des produits, des services qui sont issus de la sphère marchande. Or, l'État, pour moi, il a une fonction première de produire dans la sphère non marchande, c'est des services publics gratuits ou quasi gratuits pour les gens. Et imaginez qu'on arrive à collecter 400-500 milliards d'euros de fiscalité en plus. Ce qui déjà, aujourd'hui, est très compliqué, parce que si on augmente l'impôt sur les revenus de 40%, enfin si on double, j'avais calculé que c'est ça, on doublait quasiment la fiscalité primaire des ménages, on va quand même se retrouver avec des gens qui vont dire mais je paye trop d'impôts et tout ça. Alors même s'ils vont recevoir après un revenu universel, mais si on arrive à collecter des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros de plus, est-ce que la priorité doit être à l'amélioration des services publics ou à redistribuer immédiatement cet argent auprès des ménages? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État, majoritairement, les finances publiques, majoritairement, c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire des cotisations sociales collectées par les entreprises, les salariés, la CSG, qui sert à financer des remboursements d'assurance maladie et des retraites. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État, 60% des dépenses publiques, c'est des dépenses sociales. C'est-à-dire l'État prélève de l'argent et redistribue immédiatement cet argent au secteur privé. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit l'État aujourd'hui pèse les dépenses publiques, c'est 56% du PIB, ce qu'on ne dit pas,
c'est que la majorité, 60% de ces dépenses, sont en fait des dépenses qui vont servir les revenus privés. C'est-à-dire que c'est pas une ponction sur le marché. On prélève les revenus et on va le redistribuer sous forme d'allocations qui vont être immédiatement dépensés sur les marchés. Et la partie minoritaire de l'État, c'est une production non marchande, c'est-à-dire le financement des services publics. Ce qui me gêne dans la proposition du revenu universel, c'est qu'on va encore plus accentuer le côté pompe de l'État, c'est-à-dire je prélève et je redistribue immédiatement sans avoir le contrôle de la dépense des gens. Et donc ça veut dire qu'en fait l'État va ne plus devenir un producteur de services publics, mais à 80%, il va devenir un collecteur de fiscalité qui redistribue immédiatement aux gens cet même argent, alors que pour moi son rôle premier devrait être plutôt d'organiser la production, déjà la production marchande, c'est-à-dire de contrôler le système économique d'une part, et d'autre part, de produire un service non marchand qui correspond à des besoins qui doivent être exclus du marché. Et donc là, on a une vraie question, et on voit bien que, je termine du coup là-dessus, on voit bien qu'il y a deux propositions ici qui sont profondément différentes dans leur conception du rôle de l'État. L'une qui va dire, il faut que l'État, il embauche les gens, donc il va prendre le contrôle de l'économie, et se substituer au marché, avec toute la difficulté qu'il y a que, comment fait-on pour donner un vrai rôle social à cette production, voilà, et si ça correspond à des véritables besoins, comment va-t-on faire quand il n'y aura plus de chômeurs pour les assurer ces besoins? Donc on a une question ici qui, à mon avis, n'est pas tranchée. Et l'autre proposition que Capucine va développer davantage, c'est est-ce que le rôle de l'État, c'est finalement de réorganiser une réallocation de monnaie sans s'intéresser à la manière dont cette monnaie elle est distribuée, parce que par définition, quand vous donnez un revenu aux gens, vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent de ce revenu. Voilà. Et c'est, à mon avis, c'est la grande question. Capucine. Merci beaucoup. Alors, en fait, je pense que... évidemment, je vais parler du revenu universel et je pense qu'on a peut-être tort d'opposer les choses. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'en fait, si on est là tous, c'est qu'on cherche ensemble des solutions. Et je pense que là, il faut quand même aussi se replacer dans les objectifs communs que nous poursuivons. Et bon, donc je vais aller un peu plus précisément sur le revenu universel, mais je voudrais aussi un petit peu élargir justement la discussion. Alors, qu'est-ce qu'est le revenu universel? Il y a effectivement plein de façons de le voir et de le mettre en œuvre, etc. Enfin, beaucoup de propositions ont été faites, tout comme d'ailleurs la garantie d'emploi. Enfin, il y a plein de propositions diverses et variées autour de cette proposition. Donc le revenu universel tel qu'on le conçoit à Génération, c'est un outil de transformation majeur de la société et en réalité, c'est aussi un changement radical de paradigme. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un revenu qui s'approche, qui est autour du seuil de pauvreté, effectivement, et qui est automatique et inconditionnel. Pas de conditionnalité. Mais, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas un solde de tout compte. C'est-à-dire que ce n'est pas, David, ce n'est pas une seule aide au sein de laquelle toutes les autres aides auraient été fondues. Non, c'est un socle. Et ce socle, pour tout le monde, universel, peut tout à fait être agrémenté d'autres aides plus ciblées, d'aides sociales, comme pour les personnes en situation de handicap. On parlait également de la question du logement, donc sur les politiques publiques également. Le revenu universel n'est pas exclusif et au contraire permet aussi d'avoir d'autres aides en fonction de la situation des personnes. Donc, une fois de plus, c'est un socle. Et c'est un point de départ. C'est un point de départ parce que, en fait, on propose un système profondément différent. Je vais aller de l'individu au plus global, en fait. On pose un système complètement différent. Pourquoi? Parce que, en fait, s'il y avait eu un revenu universel, eh bien, il n'y aurait sans doute pas eu les queues immenses que nous avons eues pendant le confinement et pendant toute cette pandémie, de personnes qui sont effectivement dans l'extrême pauvreté. Voilà. Le revenu universel, effectivement, point essentiel, il permet de répondre à cette question de la pauvreté et d'y échapper. Alors, parce qu'il n'attend pas non plus que les gens soient fracassés par la vie
pour pouvoir répondre à leurs problèmes. Donc en réalité, on renverse complètement la vision des choses. C'est-à-dire plutôt que d'attendre que les personnes soient au chômage, soient en difficulté, etc., en fait, on leur offre un socle qui leur permet de voir les choses avec sérénité et de pouvoir, du coup, effectivement, subvenir à leurs besoins essentiels. Et donc, en cela, c'est également une réponse à un droit essentiel à l'existence, qui fait partie des droits de l'homme. Et donc, on leur offre tout de suite, de manière inconditionnelle, cette aide. Et ça va également à l'opposé, on va dire, de la façon dont on conçoit aujourd'hui les aides sociales, d'une certaine façon, parce qu'il faut aussi savoir que avoir en tête que quand on aide, eh bien, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et ça, c'est aussi une façon de voir et de faire peser, en fait, sur ceux qui sont les récipiendaires d'aide sociale. Et quand on parle du RSA, c'est un des problèmes que l'on voit. C'est-à-dire que les gens, eh bien, c'est compliqué. Ils sont dans des situations aussi où ils sont contrôlés, où on leur demande des gages sur leurs emplois du temps, sur leur vie, etc. C'est parfois extrêmement humiliant. Et c'est aussi psychologiquement très compliqué à gérer parce que, eh bien, il y a une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête de ces personnes. Et on le sait, 30% des personnes qui sont potentiellement bénéficiaires du RSA n'en font pas la demande. Parce que toute cette complexité, parce que aussi un système qui est effectivement humiliant et parfois aliénant. Donc, voilà, le revenu universel donc, permet en fait de voir les choses de façon complètement opposée et justement d'offrir une fois de plus, comme je le disais, ce socle qui offrira de la sérénité aux personnes qui en sont bénéficiaires, c'est-à-dire en fait à l'ensemble de la société, effectivement, puisqu'il est universel, mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur ensuite les mécanismes qui permettent eh bien de le compenser. Alors, le revenu universel, il permet aussi de faire autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un socle pour éradiquer la pauvreté et permettre voilà, à chacun d'avoir cette sérénité dont je parlais, mais c'est aussi un socle pour faire autre chose, je le disais, c'est-à-dire, par exemple, se former, par exemple, faire du bénévolat, par exemple, créer une entreprise, pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour toutes ces personnes qui, justement, et on l'a vu et ça a été beaucoup mis en avant pendant la pandémie, il y a un travail qui n'est pas forcément un emploi, un travail, des gens qui font des choses et qui ne touchent pas de rémunération, mais ils font des choses et ils apportent à la société. Et donc, le revenu universel, il permet aussi de dégager, d'avoir ce temps autre pour d'autres types d'activités qui ne sont pas nécessairement des activités rémunératrices, et qui sont, une fois de plus, des activités qui peuvent être utiles à la société. Le travail, le fait de faire, c'est différent du fait potentiellement d'avoir un emploi. Et donc, quand on parle du revenu universel, de la question de l'emploi, effectivement, l'idée c'est de ne pas forcément être dans l'emploi, mais effectivement de pouvoir avoir d'autres activités. Et pourquoi est-ce que ça, c'est une question importante? Parce que je suis d'accord avec toi, Marina, sur la question de la transition écologique et des emplois qu'elle va susciter. Néanmoins, on est quand même dans une société dans laquelle, en fait, on a gagné des gains de productivité absolument énormes, pendant des décennies, et pourtant on continue à travailler, à être dans l'emploi, et on continue à avoir énormément d'emplois qui sont, et avec un temps de travail extrêmement important. Qu'est-ce que c'est que ces emplois? C'est quoi ces emplois? En fait, on est aussi dans une société qui crée des emplois qui sont des emplois, est-ce qu'ils sont forcément tous utiles à la société? On est aujourd'hui en surproduction, en surconsommation, et il y a effectivement plein d'entreprises qui, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles créent tous ces biens de consommation. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est utile? Je n'en suis pas sûre. Voilà. Donc effectivement, l'emploi dans les infrastructures, les emplois dans le social, etc., ce sont des emplois utiles, mais il y a tout un pan aussi de l'activité qu'il va falloir aussi effectivement
rebasculer vers d'autres types d'emplois. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi sur le monde dans lequel on vit? Aujourd'hui, il y a tout un tas d'emplois qui sont liés à eh bien, cette surproduction et cette surconsommation. Et il faut penser aujourd'hui un monde qui va changer. C'est-à-dire qu'on est entré aujourd'hui dans un monde de grands bouleversements climatiques qui vont conduire et qui conduisent déjà à des grands bouleversements géopolitiques. Donc dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde tel qu'il a existé, tel qu'il a été organisé depuis un certain nombre d'années. Et donc là, on entre dans une ère complètement nouvelle. Et dans une ère aussi où potentiellement, une fois de plus, cette pandémie, je pense qu'elle est vraiment très révélatrice de ce qui peut se produire. Un moment où justement, l'emploi s'arrête. L'emploi s'arrête. Bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et c'est là où aussi, donc, d'une part, le revenu universel permet de donner ce socle pour pouvoir exister et pour pouvoir eh bien, subvenir à ses besoins. Et par ailleurs, il y a plein de façons de le faire et pas forcément. L'idée, c'est pas forcément uniquement d'être dans la surconsommation. On peut imaginer qu'on utilise des monnaies locales, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses possibles dans la mise en œuvre. Hein. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement d'être dans ce. Enfin voilà, d'alimenter ce monde marchand. Justement, non, parce que l'objectif aussi, si on est dans cette crise écologique dans laquelle nous sommes et qui va vers des catastrophes, eh bien, c'est aussi, à un moment donné, de changer de modèle. Et donc de changer de modèle, c'est aussi justement d'être dans d'autres façons de voir la société et donc de changer ce paradigme. Et dernière chose sur le revenu universel, c'est aussi une façon de dynamiter d'une certaine façon la marchandisation du travail. Parce que justement, on est sur quelque chose de différent. Voilà, et qu'on a justement d'autres activités qui ne sont pas forcément des activités qui sont productives dans le sens où elles sont liées à un emploi qui est dans le cadre donc d'un emploi salarié ou d'un emploi en tous les cas qui est subordonné dans une relation de travail classique. Donc effectivement, ça change radicalement la façon dont on peut considérer, dont on considère, j'entends que je dois conclure, la société. Et justement, c'est pour ça aussi que je souhaitais remettre les choses dans une perspective un petit peu différente, pour peut-être ouvrir le débat, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que parce qu'on va aussi dans une phase où l'emploi et le travail seront différents, on a besoin, je pense, effectivement, de garanties. Et moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a besoin de garanties aussi d'emploi. Après, la question, c'est comment on fait, mais je pense que c'est complémentaire en réalité, et je pense qu'on peut avancer sur des propositions qui vont potentiellement se répondre et permettre justement de répondre aux enjeux de ce monde qui est extrêmement incertain et dans lequel on est entré. Mais qu'il faut aussi anticiper sur ce changement profond du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, et donc le revenu universel est cette proposition qui offre ce socle et ce sorte de droit à l'existence voilà, pour nos concitoyens, à voir si après effectivement la question de l'étendre sera un autre sujet. Merci beaucoup. Donc, vous le voyez, on est sur des discussions dans lesquelles, pour des objectifs qui sont évidemment partagés par tous à gauche, la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté, permettre à chacun d'occuper un emploi ou une activité digne, la question qui se pose à nous, c'est celle de la mise en œuvre, celle de la façon concrète dont on espère pouvoir implémenter, réaliser ces objectifs. Je vais passer la parole à la salle pour quelques questions. Est-ce qu'on a un micro? Est-ce qu'il y a un micro de salle? Il y a les gens se lèvent et... J'ai vu un micro quelque part. Ouais, peut-être qu'elle peut... Vous pouvez vous lever? Oui, comme ça, il y a les caméras pour pouvoir... Vous voulez venir? Je suis complètement néophyte en la matière, je suis très séduite par l'idée du revenu universel. J'ai deux questions.
viennent. Tout d'abord, quid des métiers qui sont ni épanouissants, ni qui n'apportent pas un épanouissement personnel et dont on a besoin. Qui prendra ces emplois-là? Et ensuite, avec le fait de donner justement finalement plus de revenus à tout le monde, puisque le revenu universel s'adresse à tous, donc soit il est unique, soit il vient en complément des ressources mutuelles, est-ce que ça risque pas de provoquer une inflation et donc de se retrouver dans la même situation avec quelques milliers d'euros de plus? Ça va bien? Ouais, Adrien Delon, moi je voulais intervenir sur 2-3 points, je vais poser des questions. Moi j'ai longtemps milité pour. J'ai longtemps milité pour ce qu'on appelait nous plutôt dans le milieu étudiant l'allocation autonomie. Et pour le coup, plus je vieillis et moins je suis pour ces notions de revenus universels et je suis de plus en plus séduit par politiquement en fait, par je dirais comme on parle de logement pour tous, de droit opposable au logement, d'un droit opposable à l'emploi, d'une garantie emploi. Et donc pour le coup, je pense que c'est en tout cas je suis de plus en plus séduit par cette notion-là et par contre du coup, je me pose aussi des questions sur les territoires zéro chômeur. Je me pose des questions là-dessus, parce qu'en plus, sur la ville de Lyon, on est en train d'étendre un certain nombre de territoires sur ce sujet-là, mais du coup, assez sceptique sur pas les défaillances de ces expérimentations, mais quelles sont les difficultés qui ont été mises en exergue là où ça a été mis en place. Tu t'en as parlé tout à l'heure, hein, du remplacement, de venir en concurrence à des activités qui existent déjà du secteur marchand. Mais quelle est l'effectivité même de l'insertion des chômeurs après ces expérimentations-là? Et une autre question sur quelle capacité pour l'État de garder la politique de l'emploi. On va de plus en plus vers, je dirais, l'activité emploi vers les collectivités. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir des missions locales qui soient un vrai service public avec des fonctionnaires qui mettent en œuvre une politique de l'emploi où l'État a encore la main sur une politique publique? Si on va vers une garantie emploi, eh bien de dire que c'est bien l'État au niveau national qui garantit cette politique et qui met en œuvre cette politique publique-là de la même façon, alors qu'aujourd'hui on sait que les missions locales, c'est quand même des statuts très différents, gérés par à la fois l'État, les collectivités locales, etc. etc. Oui, bonjour, Jean-Jacques Noisa. Moi, le revenu universel, je m'y intéresse depuis quelque temps déjà, depuis pas mal d'années. Pour moi, il y a deux questions qui se posent. À quel niveau il se situe? Et est-ce que, quid des autres aides qui existent déjà, le chômage, l'assurance maladie, pourquoi pas la retraite, enfin, quel impact ça va avoir là-dessus? Et suivant le niveau, alors si on met un revenu universel qui est au niveau du RSA, ça ne sert à rien, puisqu'il existe déjà, on pourrait presque dire. Et par contre, moi je pense qu'un revenu universel, si on veut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit beaucoup plus élevé. Moi je le verrais bien au niveau du SMIC. Hein. Et derrière, voilà, se pose le problème du financement et qu'est-ce que ça remplace, quoi. Est-ce que ça remplace des choses? Si ça remplace rien, c'est complètement illusoire parce que ce ne sera pas finançable. Une dernière question de Marie-Noël, c'est ça? Moi, je voudrais vous dire que j'ai longtemps cru, j'ai d'abord travaillé avec tout le mouvement pour le revenu universel. Ça me séduisait. Et quand j'ai regardé de près, maintenant j'ai acquis la conviction que ce n'était pas la bonne piste. D'abord, je me méfie toujours des concepts qui sont portés à la fois par des gens généreux à gauche et par les libéraux. Parce que quand il y a confusion de concepts, ça ne se termine pas toujours très bien. Pourquoi? D'abord parce que je ne crois pas aux usines à gaz de redistribution. Prélever 4, combien t'as dit, milliards, là, je ne sais plus. 500, 600. Milliards, mais déjà, allez expliquer aux Français que vous allez avoir 500 milliards d'impôts en plus, pour les reverser aux gens,
Non mais quelle usine à gaz? Ça va d'abord coûter bonbon. Deuxièmement, il y a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a déjà un vrai problème de taux de supportabilité du prélèvement qu'il faut augmenter. On se bat. Mais enfin, on ne peut pas atteindre un niveau de prélèvement considérable. Et surtout idéologiquement, sur deux fronts. Le premier, c'est le front de l'aide individuelle, la prestation individuelle ou les garanties collectives. C'est pas vrai qu'on pourra mettre 450 milliards de plus de prélèvements et consolider notre système de protection sociale. Parce qu'il y a besoin de beaucoup d'argent pour consolider notre système de protection sociale. Or, je crois que la protection collective, la sécu, la médecine, l'école, toutes ces choses-là, sont des choses beaucoup plus fondamentales pour garantir la dignité des gens et des conditions de vie correctes, quels que soient les aléas de leur propre choix et quels que soient les aléas de leur existence. Donc pour moi, la priorité absolue, c'est déjà de consolider ces mécanismes qui garantissent le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc., etc. Deuxièmement, et d'ailleurs c'est toute une école, par exemple, dans les économistes atterrés, il y a des débats, moi je partage l'idéologie de Sterdignac, qui est de dire consolider l'APA, enfin, tout ce qui est la protection sociale élargie aux nouveaux besoins d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est le rapport au travail. Ce n'est pas la même chose le travail et l'activité. L'être humain a besoin et de travail et d'activité. Dans le travail, il y a un double mécanisme. Quand vous discutez avec les gens, ils vous disent souvent « je veux gagner ma vie ». Quelque part, c'est la conviction que sa participation à son propre développement et à son utilité sociale se traduit pour une part dans ce qu'il contribue au progrès collectif et à la richesse collective, ce qui lui donne une légitimité pour obtenir une redistribution de cette richesse. Et les gens en ont parfaitement conscience. L'activité, elle n'est pas nécessairement marchande et il n'y a pas besoin non plus qu'elle soit rémunérée. Quand vous élevez vos gosses, même si vous avez des nounous et que vous travaillez, vous n'avez pas demandé qu'on compte votre temps de travail pour élever les gamins. Ou toute une série de choses. Donc moi, je crois très précieux qu'on garde l'idée que le travail procède de cette contribution de chacun à la production de richesse au sens large du concept global, et pas simplement au bien-être général, pour légitimer la redistribution de ces richesses. Troisièmement, je pense que le travail n'est pas en diminution. Il y a une profonde mutation du travail, ce qui ne veut pas dire qu'on va réduire le temps de travail, parce que si on travaille tous, on peut travailler moins. Et c'est vrai que la transition écologique va créer des emplois très variés. Mais ces emplois, c'est pourquoi je ne crois pas qu'il y ait un problème sur les territoires de créer des emplois, parce qu'il y a des gisements considérables d'emplois. Pourquoi ils n'arrivent pas à exister? Pour plusieurs raisons. Deuxièmement, le niveau de leur rémunération. Premièrement, le niveau de leur rémunération. Deuxièmement, leur statut, la reconnaissance sociale, la précarité. Troisièmement, une partie de ces emplois ne sont pas solvables à 100%. Comment dire? Oui, c'est ça. Ils ne sont pas solvables à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont souvent en interface entre ce que le marché peut ramener et l'utilité sociale qu'il faut rémunérer. Je prends plusieurs exemples et ça pose la question de la camarade tout à l'heure. On sait que dans l'agriculture biologique, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Certes, on va améliorer beaucoup la mécanisation, on va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Le travail agricole aujourd'hui dans ce pays n'est pas valorisé à sa juste valeur. Dans des territoires de cette nature, je conçois le fait que, par exemple, il y a des gens qui veulent y travailler. Mais l'opposabilité du travail va nous amener à faire muter ces travaux, pas pour que les gens restent ad vitam aeternam, chômeurs rémunérés, etc., mais deviennent des vrais emplois. C'est aussi des tremplins. Moi, je l'ai vu avec les emplois jeunes. J'ai créé 100 emplois jeunes
à la ville d'Athis-Mons, pour à peu près 70% d'entre eux, ils sont devenus de vrais emplois. Et pour 40% d'entre eux, des emplois d'entreprises privées. Les gens créent leur entreprise pour la prestation, etc. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des tas de besoins d'emploi dans le secteur éducatif, mais même dans le bâtiment. Dans le bâtiment, c'est la même chose que dans l'agriculture. Il y a tout un travail, mais surtout l'immense champ de l'économie circulaire, qui va être un élément fondamental pour réussir le défi écologique. Et accompagner ces emplois dans cette phase de faisabilité suppose que l'État ne mette pas simplement l'équivalence de la prestation chômeur comme dans les territoires zéro chômeur, mais mettre un plan de création d'emplois utile au regard d'un certain nombre de défis. Et dans la plupart de ces territoires, le niveau de la présence économique des entreprises est rarement à la hauteur et ils sont rarement concurrencés parce que c'est souvent des besoins auxquels ils ne répondent pas. Par exemple, en ville, trouver un plombier qui vous fait des petites réparations, vous n'en trouvez plus. Ou alors, très rarement, peut-être dans le centre de Paris, parce qu'il y a les conciergeries. Mais dès que vous êtes un peu en dehors, donc il y a des gisements d'emploi considérables. Et il ne faut pas aussi parier sur le fait que les chômeurs n'ont pas de créativité. Dans les territoires zéro chômeur, toute une série d'activités sont nées de l'observation des gens. Alors là, on était dans le circulaire, les gens disaient il n'y a personne pour réparer les tondeuses électriques dans la Nièvre. Bon. Et il y a plein de gens qui... Et puis il y a de la créativité terrible. Les gens qui disent il n'y a personne pour cueillir les fruits dans les vergers. Les fruits sont en train de crever sur pied. Donc, moi, je crois beaucoup à l'État garant des ressorts. Et je pense surtout que ça rejoint l'idée de la mutation du travail et des emplois dont on a besoin. Ça ne doit pas être simplement au four de les gens parce qu'il y a un trou et qu'il faut leur donner du boulot. Ça suppose donc que les gens qui encadrent ça soient soucieux de la formation, soucieux de l'évolution de ces métiers, et quelque part ça se fasse avec les organisations syndicales, avec le tissu économique local. Et moi je suis persuadée que ça peut marcher. Alors, comme il y a eu beaucoup de questions, je vais essayer de synthétiser ce que j'ai retenu. Il y a une question sur le devenir des métiers pénibles. Et quelque part, ça pose aussi la question de l'effet ou pas de ces dispositifs sur les rapports de force vis-à-vis des employeurs privés. Il y a une question sur sur le niveau d'une allocation de revenus universel. Ça pose aussi la question que soulevait David sur le niveau des transferts global opérés par l'État. Et puis également finalement à la fois la finesse avec laquelle on peut remplir des besoins, parce que tout le monde n'a pas forcément exactement besoin de la même chose, mais ça pose aussi la question pas abordée ou très peu du non-recours aux aides qui sont existantes. Il y a une question sur le bilan critique des territoires zéro chômeur. Et puis, de façon plus générale, sur le rôle de l'État dans la politique de l'emploi, rôle de l'État qui peut être celui d'embaucher, parce que finalement, si on a des besoins sociaux, pourquoi pas simplement embaucher des fonctionnaires? En quoi c'est différent? Dans le passé, dans les petites communes, on embauchait on avait des cantonniers. Leur utilité sociale était peut-être faible, mais en tout cas, ils étaient là. Ou est-ce que l'État sert simplement à certifier le caractère non marchand ou l'utilité sociale des emplois créés? Je vous repasse la parole de façon brève, ouais, alors, pour alimenter la discussion. Oui, il y a eu énormément de questions. Alors peut-être déjà pour
pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on fait effectivement de tous ces emplois que en fait, personne n'a envie de faire vraiment? Mais justement, ça permet déjà peut-être de revaloriser les salaires, parce qu'en fait, il y aura là un rapport de force dans lequel les individus pourront, voilà, si c'est faire le ménage à 6h du mat dans les tours, peut-être que là, on aura un salaire un petit peu différent et que ça permettra de revaloriser justement ces métiers, parce qu'effectivement, moi, je ne mets pas en opposition, une fois plus, les propositions, hein, vraiment. Voilà. Après, évidemment, quel que soit d'ailleurs ce qu'il sera fait par un prochain gouvernement de gauche et écologique, ça nécessitera de toute façon une révolution fiscale. De toute façon, je veux dire qu'à un moment donné, il va falloir faire autrement. En termes de redistribution des richesses, de taxation des transactions financières, on parle là dans cette campagne d'ISF écolo parce qu'on sait aussi que les plus riches polluent le plus. Donc, bref, il y a tout un tas de dispositifs évidemment à réfléchir, y compris au niveau européen avec la BCE. Les élections en Allemagne nous permettront peut-être d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on pourra travailler et avancer. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, tout ça, là, ce sont des propositions qui sont fortes, qui sont transformatrices et qui ont besoin, effectivement, de penser aussi différemment, une fois plus, la fiscalité et tout ce qui va autour. Et après, la question de, Marie-Noëlle, tu parlais du rapport au travail, de l'activité, etc. Mais moi, je suis désolée, il y a tout un tas d'activités qui sont aujourd'hui socialement utiles et qui ne sont pas nécessairement rémunérées, qui ne sont pas nécessairement dans le cadre de ce qu'on appelle le travail, subordonné, etc. Donc, justement, l'idée, c'est de pouvoir desserrer ce qu'on appelle aujourd'hui le travail, avec un très fort imaginaire, effectivement, sur le fait, j'ai un emploi rémunéré, etc., et donc ça me définit, mais justement, il faut peut-être essayer de définir un petit peu différent, mais c'est des choses qui doivent avancer, parce que effectivement, une fois de plus, il y a tout un tas d'activités, de personnes qui ont des activités qui ne sont pas dans la sphère du travail telle qu'on l'entend de façon effectivement peut-être un petit peu restrictive. Il y a plein de questions, et peut-être que je passe le micro, puis on pourra refaire un retour. Oui, effectivement, quand on parle, je pense que c'est une question centrale dont tu parlais sur l'utilité, les travaux utiles à la société. Moi, je suis totalement contre l'idée que les propriétaires des moyens de production soient les seuls à décider de ce qui est utile et nécessaire. Donc à partir de là, le droit opposable à l'emploi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la société, sous la forme de l'État employeur en dernier ressort, qui devient responsable et à charge de trouver une mission sociale à chacun. Et donc il conteste en ce sens le monopole des employeurs dans les choix publics. Donc ça, c'est sur la question du rôle de l'État. Après, il y a plusieurs questions, mais bon, je pense que Marie-Noëlle notamment est revenue sur la question de la sécurité sociale, qui est une question centrale là aussi. Il faut la renforcer évidemment, il faut la démocratiser aussi. Ça veut dire que il fut un temps, moi quand j'étais à la CGT, on reparlait, les anciens parlaient du moment des élections des administrateurs au niveau de la sécurité sociale. Ça c'est ce qu'il faut. C'est surtout pas de diminuer finalement petit à petit les quelques prérogatives qu'elle a encore aujourd'hui, donc il faut renforcer absolument la sécurité sociale. Après, il y a plusieurs questions, moi, qui m'interpellent aussi sur la proposition avancée, parce que au final, est-ce qu'on n'est pas en train de créer, donc avec le revenu universel, un stock de main-d'œuvre potentielle qui encourage les employeurs à embaucher justement à quelques heures par-ci par-là? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train justement d'aller dans le sens et de subventionner le patronat? Et de la même manière, moi aussi je m'interpelle sur le rôle des femmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où on donne un revenu, est-ce qu'on va pas permettre finalement les femmes vont rester à la maison et vont percevoir le revenu? Donc là aussi ça pose un certain nombre de questions. Bon, je te laisserai répondre sur les dernières, peut-être j'essaye sur la question
Il me semble au niveau du financement, mais bon, peut-être on n'est pas allé aussi loin dans la discussion, mais pour les 500 milliards, donc il faudrait pour le revenu universel, il me semble que notamment on avance la question des taxes robots. Là encore, parce qu'on parlait de la pénibilité, moi je pense que c'est pas forcément pertinent d'aller contraindre l'investissement justement dans les taxes robots, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des boulots demain moins pénibles. Donc là aussi, c'est dans la question du financement, il y a des questions qui se posent aussi. Mais peut-être je te laisserai compléter, parce qu'il y a des questions aussi qui t'étaient plus directement. Merci. Alors, je veux aussi répondre à Capucine, parce que j'ai pas eu l'occasion, depuis que tu as pris la parole, de te répondre. Et en particulier, il y avait une grande question à laquelle je n'ai pas voulu trancher, et que Capucine, du coup, a tranché, c'est la question du niveau, c'était posé, du niveau du revenu universel. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on parle d'un revenu universel à l'allocation logement à 800 €, on est déjà, aujourd'hui, à 800 € pour les personnes les plus pauvres, c'est-à-dire quand on cumule le RSA et l'allocation logement. Mais Capucine nous a dit qu'elle voulait un revenu universel proche du seuil de pauvreté, qui est de 1100 €, qu'on peut avoir avec sans enlever les allocations logement, ce qui signifie 800 € de revenu universel plus 250 € d'allocation logement, on arrive à quasiment 1100 €. Et donc avec l'idée derrière, c'est bien ce que j'ai compris, de transformer et de libérer en quelque sorte la société du travail en transformant notre rapport au travail. C'est bien ça que tu as dit, Capucine. Et donc, non mais je veux, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle, et il faut qu'on soit très clair sur ce dont on parle. Et en fait, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ce mécanisme-là n'est pas le bon outil pour changer notre société. Moi, je suis absolument d'accord pour qu'on change profondément nos sociétés actuellement capitalistes, et marchandes, et même néolibérales. Néanmoins, j'ai un doute, en tant qu'économiste, sur la capacité d'utiliser ce revenu universel pour changer le rapport au travail. Pour la bonne raison que le travail, en fait, représente, le fait de libérer les gens du travail signifierait que le revenu qu'on leur verse correspond véritablement à une possibilité qu'on a de prélever sur le travail des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que dans un système marchand, toute dépense de revenus nécessite qu'en face, il y ait quelqu'un qui ait produit la valeur qu'on va acheter. Et le souci, c'est que si les gens utilisent ce revenu pour faire du bénévolat, ou pour travailler moins, ou donc organiser des activités, comme l'a bien souligné Marie-Noëlle, qui ne sont pas du travail. Et la différence entre l'activité et le travail, c'est que le travail, il est valorisé socialement, il est déterminé comme ça, non pas par moi, c'est pas moi qui dis que je travaille. C'est soit l'État qui m'a embauché, donc c'est une validation politique et démocratique de mon activité. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'université. Je ne suis pas payé par mes étudiants, je suis payé par l'État. Mais c'est bien l'État qui a décidé que je devais être à ce poste-là parce que ça correspond à une valeur collective. Par contre, si je suis bénévole, et je suis bénévole aussi, je fais beaucoup de choses de bénévole, par exemple cette conférence, je la fais de manière bénévole, eh bien ce bénévolat-là, il n'est pas validé ni par vous qui avez payé, parce que vous ne payez pas mon salaire, parce que je fais bénévolement, ni par l'État, et donc il s'agit d'une activité qui n'est pas du travail. Le souci, en fait, il est qu'on va promettre aux gens de pouvoir prélever du travail des autres avec le revenu, tout en permettant aux autres personnes, à tous, à chacun, de moins travailler. Et c'est là qu'il va y avoir un souci. Et quelqu'un a parlé d'inflation. Oui, le problème, il est que la valeur marchande que vous avez en tant qu'argent, l'argent que vous possédez, risque de ne pas trouver en face quelqu'un qui sera capable de vous reverser la contrepartie réelle de la monnaie que vous avez. Je vais prendre un exemple caricatural. Si vous dites à tout le monde, voilà, je vais vous donner 1 million d'euros, et que tout le monde se dit, avec ce 1 million d'euros, je vais arrêter de travailler. Eh bien, comment vous allez faire pour dépenser cet argent ? Parce que plus personne ne travaille, donc vous n'avez plus aucune possibilité d'acheter. Et donc le souci, il est quand même dans la vision qu'on a du travail, et je pense que cette réflexion-là n'a pas été pensée suffisamment par un certain nombre de partisans du revenu universel. Alors qu'elle est pensée par les partisans libéraux du revenu universel. Parce que Marie-Noëlle l'a dit tout à l'heure, eux, ils disent, en fait, l'État doit se mettre au service du marché. C'est la conception néolibérale. Donc ils disent, le problème, c'est que le marché, il faut que les gens aient un minimum de consommation pour pouvoir participer au marché. Donc le revenu universel, comme étant un minimum de consommation qui permet aux gens de survivre, mais pas de vivre dignement, va à la fois les obliger à travailler, et en même temps, ne sera pas suffisant pour leur donner une certaine dignité. Et voilà, et donc on a un souci de savoir
si vraiment le revenu universel va changer le rapport au travail, mais s'il change le rapport au travail, eh ben, en fait, il ne permettra pas d'acheter ce qu'il promet d'acheter. Voilà. Et bien, si, c'est vrai. Et deuxièmement, non, parce que l'argent n'est pas de la richesse. En économie, on distingue l'argent de la richesse. La richesse, c'est ce qui est produit par les autres que vous pouvez acheter. L'argent, ça a une valeur sociale qui est déterminée par le niveau de richesse produite. Si vous baissez le niveau de richesse produite, eh bien, par définition, votre argent il a moins de valeur. C'est ça le souci. Alors, dernier élément, sur la question de l'inclusion et de la gestion de la pauvreté. J'ai entendu tout à l'heure, on disait, est-ce que le RSA aujourd'hui, qui est conditionnel, qui implique une forme d'humiliation des gens qui doivent rendre des comptes, est-ce que ça, c'est un problème social ou pas? Alors, c'est vrai que le taux de non-recours, le souci du taux de non-recours, c'est que les dernières enquêtes qu'on a faites datent d'il y a très longtemps, et on n'a plus d'enquête aujourd'hui qui mesure le taux de non-recours réel du RSA. Mais la question, en fait, de conditionner le RSA, ça permet aussi que les individus s'identifient comme étant des gens qui ont des problèmes. Le problème du revenu universel, c'est qu'on n'identifie plus les personnes qui sont en état d'exclusion. Et là, on a besoin de savoir qui aider concrètement. Le RSA, la conditionnalité du RSA, c'est pas juste je verse une allocation. C'est je vous permets, parce que vous êtes membre du RSA, les départements créent des mécanismes d'inclusion, essayent d'accompagner les gens. Ils ont aussi des droits en plus, par exemple gratuité de transport dans certains départements, certaines villes. Et tout cela, en fait, risque d'être supprimé par le fait que, comme on a universalisé l'allocation, eh bien, on n'identifie plus les personnes qui ont des besoins. Et je termine sur un dernier truc, qui est la question de comment on gère l'emploi. Et moi, je suis pour l'emploi public. Je pense que si aujourd'hui on a un problème d'emploi, c'est parce que aujourd'hui l'État, il est censé produire des services publics, donc du non-marchand, sauf que le non-marchand, il a un coût, mais il n'a pas de valeur. Et c'est ça le vrai problème qu'on a globalement. Donc on est en train de chercher à augmenter la taille des classes, à produire des enseignements en ligne, à faire à l'université des QCM, tout ça au nom de la productivité, alors que en fait, ce qui est au cœur du travail du service public en général et de l'emploi public en général, c'est du temps humain passé avec les autres. C'est ce qu'on appelle les emplois relationnels. Ces emplois relationnels, ils ne sont pas mécanisables, parce qu'ils sont déterminés par une relation, un temps passé avec l'autre. Et en fait, au nom de la productivité, on cherche à diminuer le temps passé. Alors, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant qu'enseignant, en tant que personne qui va s'occuper des personnes âgées dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et ça, c'est terrible, parce que le cœur de la valeur de ce temps de travail, c'est le temps qu'on va passer avec l'autre. Et ce temps-là, il ne sera jamais mécanisable. Jamais on pourra mécaniser ce genre d'emploi. Donc en fait, des réserves de ressources d'emploi publiques, il y en a plein. Il faudrait juste qu'on passe plus de temps avec les élèves, il faudrait plus qu'on passe plus de temps avec les personnes âgées, avec les malades, qu'on passe plus de temps à la sécurité aussi, c'est un emploi public. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas créer ces emplois. Et ça, c'est une décision politique de ne pas vouloir créer ces emplois. C'est pas un problème de marché. Et là, moi, je suis en désaccord profond avec certaines personnes qui parlent de la fin du travail. C'est qu'en fait, on a de très nombreux besoins sociaux qui ne sont pas remplis. Après, je termine. Est-ce que ces besoins sociaux non remplis doivent se faire par des systèmes d'emploi garantis? Eh bien, c'est pas aussi évident que ça. Parce que déjà, si on pourrait créer les emplois publics nécessaires à accomplir l'emploi garanti. Voilà, et donc c'est ça la question. Je pense qu'il faut créer d'abord de l'emploi public à la hauteur de nos besoins. Merci beaucoup. On va reprendre une salle de questions. Je crois qu'il y avait Caroline. Oui, donc au-delà des questions, j'avais un peu des témoignages plutôt à apporter en tant que travailleur social. J'accompagne effectivement des personnes au RSA. Donc Capucine, tu parlais du contrôle. Alors moi je ne le vois pas comme un outil de contrôle, plus comme un outil d'accompagnement. Et selon effectivement le niveau d'exclusion des personnes, ça nous permet quand même au minimum une fois par an, mais on les voit généralement plus souvent, au minimum une fois par an de vérifier si les personnes ont pu s'intégrer tout simplement dans la vie de quartier, dans la vie de l'école par exemple où il y a leurs enfants, vérifier aussi leur situation familiale au niveau éducatif et au niveau de leur vie, quand je dis leur vie de couple, voilà, est-ce qu'il y a des violences ou pas, en fait c'est juste un outil aussi pour rencontrer les personnes de manière régulière. En fait.
Mon quartier aussi où je travaille est en projet territoire zéro chômeur. Et à minima, si toutefois, parce qu'il faut être retenu, hein, c'est quelque chose, c'est compétitif, hein, le territoire zéro chômeur, c'est un projet, il faut, voilà, ça se trouve, ça ne sera pas retenu et les personnes qui se sont investies, il n'y aura rien derrière. Donc voilà. Et par contre, la seule chose qu'on pourra en retirer à minima, c'est que ces personnes-là ont été écoutées. Leur créativité, les personnes qui s'en occupent me disaient, au début on fait un premier entretien, les personnes disent qu'elles ne savent rien faire. Et puis en fait si, elles savent faire des choses, donc déjà ça leur permet de vérifier qu'elles savent faire des choses, de les valoriser. Elles vont à des réunions avec tous les grands élus et les grands cadres des institutions et on les écoute, c'est elles qui donnent les idées. Donc déjà, rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, elles découvrent des personnes dans leur quartier et créent du lien social. Donc voilà, si toutefois les projets qui ne seront pas retenus, malheureux, ça sera malheureux, mais ça permet déjà dans un premier cas de créer ça. Et voilà, je pense que c'est quand même un très beau projet. Je voulais parler de la question du travail et de la relation avec l'individu en tant que vecteur d'émancipation. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Quand une personne a un travail, et quel que soit le niveau de qualification de ce travail-là, je crois qu'il a un statut. Et à partir de là, il peut intervenir dans un processus social global, même si on prend les travaux les moins qualifiés. On prend une question d'actualité à Marseille, le ramassage des ordures, parce qu'on va vers une grève d'ampleur sur le sujet. Quand vous interrogez les gens qui font ce travail-là, ils ont des idées sur comment on peut faire, comment on peut améliorer les conditions de travail, comment on peut favoriser le recyclage. Et ce n'est pas une vision en l'air. Je sais qu'à une époque, les organisations syndicales de ce secteur ont travaillé sur les filières de recyclage. Avec qui ils ont travaillé? Pas avec des bureaux d'études. Ils ont travaillé avec les gens qui exerçaient cette fonction-là. Et je pense que si on avait un gouvernement qui voulait valoriser le travail en tant que tel, il s'appuierait sur les collectifs de travail, il les favoriserait justement pour augmenter cette qualification des personnes et la place dans la société. Après, d'une façon générale, par rapport à la question que tu posais sur les travaux non qualifiés, je pense que c'est un faux problème parce que globalement, le niveau de qualification du travail est en constante augmentation. Et si on veut se sortir de ce dilemme de la pénibilité, il faut effectivement investir dans les conditions matérielles qui permettraient l'amélioration des conditions de travail. Et ça, je pense que c'est le rôle de l'État. C'est effectivement le rôle des entreprises, mais c'est essentiellement le rôle de l'État. Et la deuxième partie de mon intervention, c'est sur l'État stratège. Je crois que pour qu'un État puisse orienter une société dans telle ou telle direction, il faut effectivement qu'il mette ses moyens financiers, sa volonté politique, pour aller dans tel ou tel sens. Si on veut développer tel aspect économique qui a disparu, qui n'existe pas, ou qu'il faut créer, bon, parlons de la transition écologique, la puissance financière de l'État, sa force de frappe, peut favoriser cette chose-là. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose qui est très important, en tout cas dans ma conception du rôle de l'État. À la différence de tout ce qui a été fait ces dernières années, où on fait des cadeaux, des milliards de cadeaux aux entreprises, sans aucune contrepartie, parlons du CICE par exemple, qui n'apporte rien finalement à la société. Donc moi je pense que ça va dans le sens effectivement de la revalorisation du travail, et ça a été dit, la différence entre travail et activité, c'est que d'un côté il y a un statut, de l'autre côté il n'y en a pas. Quand il y a un statut, il y a aussi un rapport de force politique qui se crée. Merci. Un point d'ordre, il y a une moto stationnée qui a laissé ses feux allumés dehors. Si elle appartient à l'un ou l'une d'entre vous, dépêchez-vous. Merci d'avoir organisé ce débat, hein. C'est intéressant. Enfin, moi, à titre personnel, je vais dire de je parle puisque je suis membre de la direction de Génération et j'ai été porte-parole du candidat dans mon département, dans les Hauts-de-Seine à l'époque, en 2017, donc j'ai traité la question du revenu universel, de revenu public, qui était parfois assez perplexe. Mais bon, je vais revenir sur un certain nombre de points très rapidement. Moi, je ne
ne voit pas d'incompatibilité entre la garantie d'emploi et un revenu universel. Je pense que ce sont des mesures qui peuvent être combinées. Et la question, à mon avis, ça a été insuffisamment évoqué, je pense, aujourd'hui, c'est la question du partage du travail, qui est essentielle, je pense, et qui vient justement, là aussi, compléter le panel de mesures et de politiques qui pourraient être envisagées par le gouvernement de gauche écologique. Pour revenir sur le revenu universel, moi je pense qu'il y a une dimension qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que c'est aussi un levier d'émancipation. Un levier d'émancipation pour tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans des phases difficiles. On parlait de pénibilité. Moi, avec la révolution numérique qui s'annonce aujourd'hui, là encore, il y a plusieurs rapports internationaux qui soulignent que le cycle de création d'emplois que pourrait engendrer la révolution numérique est négatif. Il va y avoir plus de destruction d'emplois que de création. Quid des caissières? Quid des taxis? Comment on fait en sorte que ces personnes puissent retrouver un travail demain? Le revenu universel, qui est aussi un capital, puisqu'il est versé de la naissance à la mort. Ça veut dire que c'est aussi un capital qui se cumule. Donc on va vers une élévation aussi du niveau matériel des individus. Donc c'est en ce sens-là que c'est aussi un levier d'émancipation et de libération qui peut constituer, de poser un rapport de force favorable des salariés vis-à-vis des employeurs, puisqu'ils peuvent reprendre en main leur vie. Enfin, moi je vous interpelle là-dessus, parce que aujourd'hui, je ne sais pas, moi j'ai été élu d'une commune populaire, le destin des individus, il se joue et il est entre les mains des travailleurs, des acteurs sociaux. Il n'est pas entre les mains des individus. Donc la question de l'émancipation est au cœur, et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement. Sébastien? Oui. Merci. Je voudrais revenir, peut-être que ça va permettre de dialoguer sur ça et employer un mot que je n'ai pas encore entendu, celui de territoire. Parce que moi, ce que m'évoque le débat, oui, il y a territoire zéro chômeur, mais on n'en parle pas en fait du territoire là. Ce que m'évoque le débat entre revenu universel et emploi garanti, c'est l'idée d'insociable sociabilité d'Emmanuel Kant. Donc, c'est-à-dire que le revenu universel, en fait, il est attribué à une personne, il est individualisé. Alors tu parles d'émancipation, et je crois que c'est le contraire de l'émancipation. Je pense qu'on est dans une société individualiste et qu'on est dans l'accentuation de l'individualisme avec ce type de mesures, et c'est pour ça que les libéraux sont si friands de cette idée du revenu universel. Et que le droit individuel, l'émancipation, elle est toujours du droit collectif. Et ça peut passer par le travail, et ça passe par le travail et le territoire. C'est là où j'y viens. Alors, Marie-Noël l'a très bien décrit. J'ai été élu et on a lancé un processus de territoire zéro chômeur sur notre territoire pour toutes les raisons qu'elle a décrites. Mais ce qui me semble assez essentiel, c'est que ce n'est pas l'État qui embauche, en fait. C'est d'abord un projet de territoire. Et comme l'a très bien dit Caroline, c'est remettre les personnes en projet, savoir qu'elles peuvent créer, elles peuvent produire, et le travail, c'est une transformation de soi, c'est une transformation de son environnement, c'est marquer aussi de son empreinte l'ensemble de son territoire, c'est-à-dire que quand on fait du recyclage, quand on va développer bien le maraîchage, eh bien on participe de manière collective à la transformation de son territoire, et donc on s'y inscrit. Et c'est, me semble, là qu'on peut éviter certains écueils, qui est celui de l'individualisation, en fait, d'un revenu qui délie les gens les uns des autres. Merci. Donc, pour synthétiser, avant de redonner une dernière fois la parole aux intervenants, on a eu cette discussion sur un des arguments qui est souvent donné en faveur du revenu universel, c'est un argument de simplification ou de débureaucratisation. En tout cas, de l'inconditionnalité fait en quelque sorte disparaître une médiation via l'administration. Et la question, elle est sur la tension
du rôle de cette administration entre contrôle social et aide et suivi aux personnes. Un autre point important qui a émergé des questions, c'est finalement un enjeu essentiel, c'est celui de l'émancipation. Et à cet enjeu d'émancipation, on va ajouter celui de besoin de reconnaissance, qui me paraît essentiel. Et là, je voudrais que dans vos dernières interventions, vous vous placiez sur un plan davantage politique, dans le sens où, dans les classes populaires qui ont, on sait, cessé de voter de façon massive, la valeur travail reste une valeur cardinale et reste en général le fondement de leur identité sociale. On peut le regretter, mais un des maîtres mots qui fait voter pour la droite ou le Rassemblement national, c'est la dénonciation de l'assistanat. Comment, politiquement, est-ce qu'on réussit à combiner la promotion d'un revenu de base avec cette réticence à l'assistanat qui est si partagée dans les classes populaires? On a parlé d'État stratège, et puis de territoire, et je vais vous repasser la parole. J'espère avoir rien. Et du coup, on refait comme ça, Capucine aura le dernier mot. Oui, alors je voulais rebondir, c'est vrai, sur ce que tu viens de dire. Oui. Et ce que Caroline a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la simplification qui est promis par le revenu universel par rapport au dispositif actuel. J'en ai déjà parlé, et je pense que c'est très important. Ce que Caroline a dit tout à l'heure en tant que personne qui accompagne des personnes au RSA, c'est que finalement le service public qu'on offre à ces personnes qui sont en état d'exclusion ne se limite pas à un chèque tous les mois, mais inclut aussi un accompagnement. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si on universalise l'allocation, eh bien, du coup, on n'identifie plus les personnes qui ont besoin d'accompagnement, et donc ce dispositif de service public qui est à disposition des personnes exclues disparaissent. Ce qu'on sait, ce que je vois moi en tant que prof à l'université, c'est que lorsque on dit aux étudiants n'importe qui peut venir bénéficier du RSA, c'est toujours les meilleurs, du tutorat, pardon. Vous voyez, c'est une analogie, c'est toujours les meilleurs étudiants qui vont chercher à s'améliorer en étant dans le tutorat, parce qu'ils ont confiance dans l'institution, parce qu'ils veulent toujours progresser. Et ceux qui ont besoin de tutorat, ils vont jamais s'identifier comme ayant besoin du tutorat. Et je pense qu'on a le même problème avec l'universalisation des allocations, qui est que les personnes exclues ne s'identifieront pas comme ayant des besoins. Et c'est pour cette raison que la bureaucratisation me semble pas un problème. Ce qui me semble un problème, c'est de laisser laisser les gens avec un chèque en leur disant voilà, maintenant débrouillez-vous pour vous insérer. Et c'est la même chose pour la question de l'émancipation. Ce mot émancipation, c'est un mot de gauche auquel je crois. Je pense que c'est extrêmement important de considérer que l'objectif d'une société, c'est de permettre aux individus de s'émanciper, c'est-à-dire de tracer leur propre chemin dans la vie. Or, il faut pas confondre émancipation et atomisation. C'est-à-dire que si on dit aux gens, voilà, on vous donne un chèque tous les mois, vous êtes libre, eh bien, on oublie que ce qui fait la force d'un individu, c'est d'être inclus dans une société. Et cette société, par ses institutions sociales, permet aux individus de s'émanciper et de construire leur propre chemin. Et ça veut dire que ça passe aujourd'hui beaucoup par le travail. Ce travail qui doit pas être qui peut aussi être totalement, qui peut aller à l'encontre de l'émancipation et détruire des individus. Tout le problème est les conditions de travail. Et je pense qu'il y a on n'a pas parlé de ça, mais un des gros leviers d'émancipation, c'est d'améliorer les conditions de travail des gens, en réduisant le temps de travail, j'en suis entièrement d'accord, en faisant en sorte que les salaires soient dignes, c'est-à-dire en évitant d'atomiser l'individu face à son employeur dans une position de rapport de force où ils ne sont pas à égalité. Et donc pour cela, en fait, c'est le droit social qui permet cela, et je pense que Marina en parlera beaucoup mieux que moi. Je termine sur un dernier élément, sur la question de la productivité du travail et la fin du travail, qui a été évoquée tout à l'heure. Alors oui, dans l'histoire économique, on s'aperçoit que, au fur et à mesure qu'une activité se mécanise, eh bien, l'emploi disparaît. Mais je voudrais vous signaler quand même une chose. Quand l'emploi disparaît à cause de la mécanisation, la valeur aussi disparaît. Par exemple, quand on a mécanisé l'agriculture, les prix agricoles ont beaucoup chuté. Aujourd'hui, à une époque, Michelin vendait des cartes, elles avaient de la valeur. Maintenant qu'on a Google Maps, tout a été automatisé, eh bien, vous avez le même service, même un service amélioré, gratuit.
Et tout un ensemble d'activités, lorsqu'ils n'ont plus besoin du travail humain, elles perdent en valeur, parce que c'est le travail humain qui crée la valeur. Et donc, on a aussi ce problème-là, qui est que les emplois disparaissent, mais la valeur produite disparaît. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas donner de l'argent aux gens en disant vous allez pouvoir acheter des choses si ces choses-là voient leur valeur disparaître. Mais il y a des choses qui ne vont jamais disparaître, dont la valeur et qui ne seront jamais mécanisables. Et j'insiste parce que, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est ça le cœur du problème. Quand on a mécanisé des activités, l'agriculture, l'industrie, etc., on s'est aperçu que tous les emplois allaient dans les services. Maintenant, on mécanise en partie les services, avec les caisses automatiques, etc. Mais il y a des services qui ne seront jamais mécanisés, parce qu'ils ne sont pas mécanisables, c'est les emplois de type relationnel. Tout ce qui constitue du temps humain qu'on passe avec des gens. Et ce que je trouve le drame de l'époque, c'est que ces emplois-là, on est en train de les détruire. On est en train de fermer des lits à l'hôpital, on est en train de ne pas recruter le nombre de profs. On a des témoignages de profs de lycée qui ont 39 élèves par classe. Moi, j'ai des amphis de 500. Je vous garantis qu'enseigner à des amphis de 500 ou enseigner à des amphis de 200, c'est pas du tout la même chose. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces emplois relationnels, que ce soit dans la sécurité, dans la santé, dans l'éducation, dans l'accompagnement des personnes âgées, etc., c'est les emplois publics aujourd'hui, qui sont financés d'argent public. Et nous avons pris la décision collectivement politique de ne pas créer des emplois alors qu'ils sont nécessaires. Et le gisement d'emplois publics est extraordinaire. Et si on refuse de transférer les emplois des secteurs mécanisables vers les secteurs non mécanisables par la simple idéologie politique, parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent, eh bien je trouve qu'on fait une énorme erreur. Et moi, ces centaines de milliards d'euros qu'on pourrait récupérer par la fiscalité, plutôt que de les utiliser en finançant un revenu universel, je préférerais qu'on crée des emplois là où ils sont nécessaires, dans les écoles, dans les hôpitaux et dans l'accompagnement, par exemple, des personnes exclues. Je pense qu'effectivement, tu as repris une grande partie de ce que je voulais dire. On a parlé, peut-être j'essayais de rebondir sur les questions qu'il y a eu. Je pensais qu'on est revenu pas mal sur le partage du temps de travail. Je pense qu'à l'inverse, on en a parlé un petit peu au début, puisque effectivement, c'est une question centrale. Bon, moi, je ne crois pas au mythe de la destruction du travail en France. Effectivement, il y a un certain nombre d'études qui disent que, je pense notamment aux études américaines, puisque je sais que dans le livre de Benoît Hamon, c'est sur ce sur quoi on s'appuie. À l'inverse, il y a des études qui montrent que, comme je vous le disais dès le départ, c'est que déjà en 1978, on nous annonçait la fin du travail. On nous disait, sous l'effet de l'ordinateur, il n'y aura plus de travail. Bon, on n'en est pas là. Donc du coup, je ne pense pas, moi, à ce mythe de la disparition du travail. Et s'il y avait moins de travail, je pense qu'effectivement, la solution, c'est la répartition, c'est le partage du temps de travail. Et c'est pour ça que dans l'introduction, je vous ai parlé de la diminution du temps de travail, c'est-à-dire déjà de revenir de manière effective aux 35 heures, d'aller progressivement vers les 32 heures, d'aller vers une sixième semaine de congés payés par an, d'aller vers la retraite à 60 ans. Donc il y a des combats à mener sur ces questions-là, et c'est effectivement les combats liés au partage du temps de travail. Sur les autres questions qui se sont posées, on est avancé sur la création du territoire zéro chômeur. La question que j'avais posée un petit peu avant, c'est de se dire, le problème de ces territoires zéro chômeur, c'est que ça s'adresse qu'aux chômeurs de longue durée. Et je pense que moi, le dispositif doit s'adresser à tout le monde. Parce que quand vous êtes sur... Oui, mais sauf que... Il y a un enjeu politique dans le fait d'aborder des choses comme ça. Non, mais c'est pour Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on attend trop longtemps, puisque là, effectivement, les territoires zéro chômeur s'adressent après un an de chômage, eh bien, on se retrouve dans des situations où vous avez des travailleurs qui sont dans une perte de qualification, et la perte de qualification est un entrave au retour à l'emploi. Donc, c'est pour ça que, à l'inverse, le dispositif, justement, lié à l'emploi garanti, le droit à l'emploi, s'applique à tout le monde, à tous les chômeurs, à toutes les personnes désireuses de trouver un travail, parce que comme vous avez été plusieurs dans vos interventions à le mentionner, je pense que le travail a un rôle central pour nos vies. C'est un lien effectivement au niveau de la sociabilisation, ce que tu parlais sur les métiers aussi, les métiers du lien qui disparaissent, c'est un drame. Nous on le voit ici quand on fait des actions justement en lien avec l'aide pour les personnes justement qui ont des problèmes pour remplir toutes leurs démarches liées à leurs droits sociaux. Aujourd'hui vous avez une personne sur 3 qui n'a pas accès à ces droits sociaux. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de faire les démarches nécessaires. Ben ça, pourquoi? Parce que nous avons saccagé les services publics, parce que nous n'avons plus personne en direct devant nous. Et donc ces métiers-là doivent renaître. Donc effectivement, ce que tu mentionnais aussi sur le fait, est-ce qu'on va s'opposer à la fonction publique? Ben, évidemment, sur des projets long terme, c'est l'emploi public, c'est la fonction publique qui doit
qui doit prévaloir. Par contre, sur des exemples, quand je vous ai parlé en lien avec le secours populaire, je vous ai donné un exemple concret, et bien là on pourrait aller sur un emploi de type l'État employeur en dernier ressort, puisque vous avez un projet qui se fait au niveau du territoire et qui permet d'être sur un besoin qui, on l'espère, puisqu'on parlait justement des personnes qui n'ont plus assez de moyens pour se payer un repas 3 fois par jour. Donc on espère que ces besoins seront comblés rapidement, puisque nous proposerons un travail à chacun. Donc voilà, c'est un petit peu l'articulation, pour être très rapide, mais c'est un peu l'articulation entre tout ça, mais en tout cas, voilà, moi je pense profondément qu'on aspire tous à vivre dignement de notre travail. Et au-delà, vivre dignement, tout court. Et alors du coup, pour revenir justement sur quelques questions avant de conclure. D'une part, le fait de promouvoir le revenu universel ne veut pas dire qu'on arrête d'accompagner les gens qui en ont besoin. Une fois de plus, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec la mise en opposition constante que j'ai entendue à plusieurs reprises, enfin, pas que à plusieurs reprises, mais assez fréquemment ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des dispositifs qui sont complémentaires et donc, une fois de plus, je suis tout à fait d'accord. Donc, je crois que c'était Caroline qui parlait de son expérience et de l'accompagnement des personnes en grande difficulté est évidemment essentiel. Donc ce n'est pas remis en cause par le revenu universel. En revanche, le revenu universel, moi en fait j'ai beaucoup travaillé dans la coopération internationale avec l'Afrique en particulier, et la Banque mondiale à un moment donné a sorti un programme qui s'appelait le programme PPTE, pays pauvres très endettés. Et en fait, la façon de... je dis ça parce qu'en fait, cette dénomination, elle montre à quel point eh bien, il y a des institutions qui se positionnent au-dessus de pays qui sont considérés comme pauvres et très endettés. C'est vraiment, excusez-moi, mais la merde. Bon. Et donc, ils ont dû changer la dénomination de leur programme parce qu'en réalité, c'était une façon de traiter ces pays qui était indigne, parce que ces pays aussi, ils ont le droit, ils ont des, de pouvoir traiter, même s'ils sont pauvres et même s'ils sont très endettés, eh bien, ils ont le droit de pouvoir justement être considérés. Voilà. C'est un exemple qui part de très loin par rapport à notre propos, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, attention, une fois de plus, la façon dont on conçoit l'aide, et moi j'ai travaillé dans l'aide publique au développement, donc j'ai travaillé là-dedans. L'aide, donc c'est les États, les individus, ça a une incidence sur la considération de l'autre. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi pour ça que le revenu universel, il change profondément ce rapport. Parce que justement, il redonne confiance. Il remet les gens en situation de choix. Voilà, et de choix par rapport à ce que vous disiez, des emplois sous-qualifiés. Une fois de plus, je prenais l'exemple des femmes de ménage à 5 ou 6 heures du matin dans les tours, ou à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a effectivement aussi eu des combats là-dessus. Bon. Donc, voilà, donc je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on fasse attention, et justement, c'est là un point, je pense, crucial pour la dignité humaine. Ensuite, évidemment, sur le travail, mais bien sûr, État stratège, bien sûr, transition écologique, bien sûr, tous les métiers dont vous avez parlé, d'accompagnement dans les services publics, c'est évidemment, on a besoin de ces emplois-là, évidemment. Par contre, effectivement, je me permets de ressouligner ce que je disais tout à l'heure, il y a tout un certain nombre d'emplois, on parle des bullshit jobs, et on parle de toutes les activités économiques qui aujourd'hui contribuent à détruire la planète. Et bien ça, stop. Voilà, à un moment donné, on doit entrer dans cette transition. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour aller vers cette transition écologique, recréer d'autres filières d'activité. Mais ça aussi, ça prend du temps. Et donc, en réalité, on est entré dans une période, une fois de plus, de grande incertitude. Je veux dire que là, le fait que
pas tout le monde a le masque, je te le dis, contrairement à ce qui avait été demandé, mais voilà, le fait que tout le monde soit voilà, masqué et qu'on soit dans cette période enfin voilà, qui a complètement qui a eu un impact majeur sur l'économie et sur et une fois de plus sur l'emploi, doit nous amener à penser quand même que peut-être que ça va se reproduire, et peut-être que ça va se reproduire à une vitesse encore plus importante. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on pense à un modèle différent. Et donc tu parlais de qu'est-ce qu'on fait là, 70% d'abstention, je ne sais pas combien, enfin comment on remobilise les classes populaires, mais pas que en fait, de manière plus générale dans la société, et pour justement faire en sorte que le projet, même si on a encore des débats entre nous, mais quand même je pense qu'on est quand même d'accord sur les grands objectifs, pour que voilà, que la gauche et les écologistes à un moment donné prennent le pouvoir, parce qu'à un moment donné on en a effectivement extrêmement besoin. Eh bien moi je pense que le revenu universel, c'est justement quelque chose de complètement différent, et parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un débat, de propositions qui sont mobilisatrices. Et moi, je suis désolée, mais oui, le travail, aujourd'hui, on s'identifie à son travail, c'est un marqueur, etc., etc. Mais ça, c'est socialement et historiquement construit, C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et donc, on peut aborder aussi cette identification de manière différente, et on peut aller vers une société différente. Et en tous les cas, je pense que c'est ce à quoi collectivement on aspire. La question, c'est de savoir à quelle échéance et de savoir comment on y arrive. Voilà. Mais en tous les cas, comment on remobilise? Eh bien, on remobilise une fois de plus, effectivement, avec des idées nouvelles, des idées radicales, parce qu'il faut cette radicalité aujourd'hui pour remobiliser les gens. Et je pense que si on leur propose justement une société un petit peu différente, où on vivra mieux, dignement, avec une vision différente, effectivement, des rapports sociaux, on peut mobiliser et eh bien, ensemble gagner. Voilà, tout simplement. Merci. Merci Capucine pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, et merci en particulier à donc, Capucine, Marina et David. Et le film Adult in the Room commence dans 10 minutes.